Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Bienvenue dans cette nouvelle édition du débrief. Cette semaine, le coup d'envoi de l'opération Marhaba 2025 a été donné pour l'accueil de plusieurs millions de nos compatriotes installés à l'étranger et qui reviennent pour l'été. Tout le monde se mobilisera, les Marocaines et les Marocains de tous âges et de toutes professions arriveront sur le sol national pour y passer donc leur période de vacances annuelle. Mais on s'en souvient, dans ses discours du 20 août 2022, puis du 6 novembre 2024, le roi Mohamed VI avait longtemps abordé la question de notre communauté résidant à l'étranger. En 2022, le souverain disait ceci: certes, l'État déploie des efforts considérables afin de garantir un bon accueil aux Marocains du monde, mais ce dispositif demeure insuffisant. Fin des propos de Sa Majesté. Un constat venant donc après une série de questions et de questionnements que Sa Majesté se posait alors sur le cadre législatif, les politiques publiques, l'encadrement religieux et éducatif, l'accompagnement des projets d'investissement et d'autres sujets. En 2024, à l'occasion du discours de la Marche verte, le souverain était revenu sur cette question et y avait ajouté une marque structurelle. Il avait ainsi appelé à une refonte du Conseil de la communauté marocaine à l'étranger pour en faire un cadre de réflexion et une force de proposition, appelant aussi à une nouvelle loi pour ce Conseil à adopter en urgence. Puis le roi a présenté son idée de la fondation Mohammedia des Marocains résidant à l'étranger, qui devrait devenir le bras opérationnel de la politique publique pour les MRE et gérera le mécanisme national de mobilisation des compétences des Marocains résidant à l'étranger. Notre communauté de MRE est forte d'au moins 6 millions de personnes. Leurs besoins sont énormes, autant que les 12 milliards de dollars qu'ils transfèrent vers le Maroc annuellement, avec un doublement de ces transferts en 10 ans. Alors, de quoi donc nos Marocains résidant à l'étranger, installés à l'étranger, ont-ils besoin? Qu'est-ce qui a été fait? Qu'est-ce qui n'a pas encore été fait? Par où commencer? Pour faire quoi? Réponse à toutes ces questions et à d'autres encore avec deux éminents spécialistes de la question que sont Idriss Jbali. Bonsoir, merci d'avoir répondu. Merci Aziz, bonsoir. Merci à notre invitation. Vous êtes sociologue, vous êtes spécialisé dans la question migratoire et vous êtes auteur aussi, parmi beaucoup de choses que vous avez faites, auteur de plusieurs ouvrages sur les questions migratoires, essentiellement des Marocains, donc à l'extérieur. Merci encore d'avoir accepté notre invitation, Jbali. Merci. Si, Mehdi Aliwa, bonsoir. Merci aussi d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes aussi sociologue. Vous êtes doyen de Sciences Po, l'Institut de Sciences Po à Rabat, à l'Université internationale de Rabat. Vous êtes aussi directeur de la chaire Migration, Mobilité et Cosmopolitisme, parmi aussi pas mal de choses, beaucoup de choses que vous avez faites. Alors, je commence par vous, Jbali, rapidement. Donc, une carte de visite des MRE dans le monde, en revenant un peu sur les différents sujets que vous estimez nécessaire d'aborder pour répondre à cette question qui est très vaste. Et la même vous sera posée aussi, si Mehdi. Le Maroc, c'est le pays du soleil couchant, mais grâce à son immigration, le Maroc se trouve sur tous les fuseaux horaires. Et lorsqu'un Marocain du Canada s'apprête à voir le coucher de soleil au Canada, un Marocain de Pékin s'apprête à se lever à 6 heures du matin. Donc, l'immigration marocaine, j'ai vu qu'il y a eu la dernière fois un débat sur diaspora, pas diaspora. Personnellement, je recuse ce terme, parce qu'une diaspora, c'est un départ forcé, suite collectif, voilà, avec une cohérence religieuse. L'immigration marocaine est chimiquement pure, une vraie immigration. Elle est, je dirais d'une certaine manière, marquée par la pluralité des régions de départ, c'est-à-dire presque toutes les régions du Maroc fournissent des Théroudin à Paris, le Rif en Hollande, en Belgique ou en Allemagne. Donc toutes les régions marocaines sont touchées, je dirais même plus que cela. Il doit y avoir de rares familles qui n'ont pas quelqu'un dans leur entourage qui soit immigré. Donc pluralité des destinations, avec, comme disent les statistiques, à peu près 80% en Europe, mais je dirais des destinations comme le Canada, comme les États-Unis, ou comme le monde arabe, ou comme l'Asie, sont devenues nouvelles, ce qui donne, je dirais, une spécificité, une singularité à l'immigration marocaine, à la différence, par exemple, de l'immigration algérienne qui est cantonnée en France, ou l'immigration turque qui est cantonnée en Allemagne. La spécificité, la singularité de l'immigration marocaine, c'est qu'elle est dans une centaine de pays. Immigration, pluralité aussi
des mutations et pluralité des intervenants. Donc, mais, me semble-t-il, la chose la plus importante qui illustre la modification à l'intérieur de la communauté marocaine, c'est qu'à l'époque, dans les années 90 ou 80, on parlait, par exemple en France, de Français d'origine marocaine, de Belges d'origine marocaine, de Hollandais d'origine marocaine. Aujourd'hui, désormais, on parle de Marocains d'origine belge, de Marocains d'origine hollandaise, de Marocains d'origine française, de Marocains d'origine espagnole. Et je dirais, ça, c'est un changement majeur qui s'est produit effectivement dans l'immigration. Maintenant, je ne veux pas monopoliser la parole. J'attendais que vous terminiez. Justement, on va lui poser la question, on va revenir sur ce que vous avez dit. Donc, ce n'est pas une diaspora, donc nous dit si Aliwa. Ça n'engage que moi. Hein. Non, ce n'est pas une diaspora. Personnellement, je suis un peu d'accord avec vous sur ça, mais enfin, bon, si Aliwa dira son avis, pluriel, singulière, et puis une forme de déterminisme géographique, si on peut utiliser cette expression. Quand il a dit les gens du Rif sont en Hollande, les gens du Sousse sont en France, etc. Est-ce que vous reconnaissez dans ce constat et qu'est-ce que vous pourrez, à la limite, y ajouter? Non, l'analyse est très juste. Là-dessus, on est à 100% d'accord. Une diaspora, ça recouvre en tout cas en sciences sociales, lorsqu'on utilise le terme dans l'histoire, on parle quand même de populations bien spécifiques, etc. Donc je pense que ça ne fonctionne pas. On a un collègue qui avait proposé le terme de communauté transnationale, notamment Zobrechto. Enfin, on a beaucoup de chercheurs au Maroc sur cette question-là. Donc on a du mal en fait à trouver un terme. Pourquoi on a du mal à trouver un terme? Parce que moi je vais juste rajouter des choses, sinon je ne vais rien dire parce que je suis presque d'accord avec ce constat. Pourquoi on a du mal? Parce qu'en fait on a plusieurs temps de la migration. Donc c'est vrai qu'on a toutes les couches sociales, des plus modestes aux plus riches. On a toutes les régions du Maroc, même si on se voit aujourd'hui depuis une dizaine d'années qu'on a une surreprésentation chez les primo-arrivants des gens qui viennent des grandes villes. Donc c'est une inversion. Auparavant, c'était les gens qui venaient des campagnes. Aujourd'hui, c'est des gens qui partent des grandes villes. Ça ne veut pas dire que leurs ancêtres étaient des urbains. Ça peut être aussi des gens qui ont migré de la campagne à la ville et au bout d'une ou deux générations, leurs enfants, petits-enfants, après avoir étudié, etc., sont partis. Mais ça change la sociologie. Donc une population mobile, que ce soit en interne ou en externe. Le deuxième élément que je pourrais rajouter, c'est les allers-retours. Tout le monde ne le fait pas, mais on a beaucoup d'allers-retours. Donc on a une sorte de circulation migratoire, pour reprendre ce terme, des Marocains à l'étranger, ce qui fait qu'ils sont très connectés, mais de manière différente, en fonction des âges, en fonction des catégories sociales, en fonction des lieux d'où ils sont partis et des lieux où ils sont. Donc ça rend, en fait, donner un panorama comme ça, c'est très difficile, parce qu'on n'est que dans les généralités. Et le troisième élément, qui rend les choses encore plus difficiles et qui fait, d'où le terme transnational, on pourrait dire global, le Marocain du monde ou les Marocains du globe, c'est qu'en fait, on inscrit dans les 6 millions, bon le chiffre, on peut le discuter, je pense c'est un peu plus que 5 millions, mais ça ne cesse d'augmenter. En fait, ce qui se passe, c'est que ce sont les enfants ou les petits-enfants qui, grâce aux services de la nation, qui leur apportent des consulats un peu partout, et puis aussi peut-être pour d'autres raisons, arrivent facilement à se déclarer et arrivent facilement à obtenir leur papier, ce qui les enregistre de fait dans la nation marocaine. Parce que pendant longtemps, on avait des gens qui avaient disparu. Il y a des gens qui n'ont pas été marocains pendant 20 ans de leur vie. Tout simplement parce que les parents ne les ont pas déclarés, ils ne sont pas connus des services de la nation, et donc ils sont belges, français ou autres. Mais ils ne sont pas inscrits dans les représentations consulaires, en fait, voilà. comme on dit. Et donc, il y en a qui inscrivent leurs enfants, ils sont issus eux-mêmes, déjà de la deuxième génération, où on a des jeunes hommes, des jeunes femmes, qui vont faire la démarche en disant « je veux obtenir mes papiers ». En fait, parce qu'il y a des facilités qui ont été faites. Donc, du coup, parler d'un Marocain qui vient de partir, d'un Marocain qui est parti dans les années 60, d'un Marocain qui est de la troisième génération et qui redécouvre sa marocanité, tout ça, les appeler, c'est difficile. Ils sont tous marocains, de fait, mais d'avoir une ligne directrice qui permet de tout comprendre, c'est impossible. Il y a trop de pluralité pour pouvoir... Mais quand vous dites aller-retour, ça je voudrais aussi... Je n'avais pas prévu la question, mais comme on a parlé de aller-retour, pour vous deux, est-ce qu'il y a des... Quand vous dites aller-retour, c'est aller dans le sens de émigrer, et retour dans le sens de revenir s'installer au pays, ou alors des allers-retours comme ce qui se passe maintenant sur Marhaba, c'est-à-dire des gens qui viennent pour régler des affaires ou passer leurs vacances? Alors les trois, mon général, mon colonel, il y a les trois, mais ce qui est le plus fort, c'est ceux qui font l'aller-retour
pour les vacances. Mais il y a des gens qui vivent à cheval sur les deux pays. C'est-à-dire qu'ils vivent essentiellement en Europe, et c'est une minorité qui vit ici, qui retourne régulièrement en Europe. Et ceux qui vivent essentiellement en Europe ont quand même des activités plus que simplement estivales, de vacances. Et certains même ont parfois des business, ou en tout cas s'occupent de la famille, s'occupent des affaires lorsqu'ils viennent du monde rural, de l'affaire de la communauté, réinvestissent, on voit. En fait, ça circule énormément. Et ça circule tellement que le Maroc est réellement un pays de confluence, un pays entre guillemets oasis. C'est une terre où des gens restent, des gens partent, des gens reviennent, des gens repartent, ainsi de suite. Comme je le dis souvent en plaisantant, il n'y a qu'à voir une carte du Maroc et on voit où il est situé, à la confluence ou au croisement de 3 civilisations, de 3 grands ensembles. Et donc, il est normal que ça ait été un endroit de passage. Je reviens vers vous. Alors, après le discours royal du 20 août 2022, le premier discours royal, il y en a eu 2, Sa Majesté avait posé toute une série de questions que j'avais présentées en émission. Et suite à ça, donc 2 mois après, le Conseil économique, social et environnemental avait avait publié un avis sur le renforcement du lien intergénérationnel entre les Marocaines du monde et le Maroc, les chances et les défis. Vous l'avez certainement lu. Quelles en sont les grandes lignes? Qu'est-ce que vous en retenez? Novembre 22. Novembre 22, oui. Novembre 22. Non, c'est un document qui avait l'intérêt d'exister. Et qui, je dirais, s'est fait juste après le discours du 20 août 2022. Mais je pense qu'il est déjà un tout petit peu dépassé, ce document, puisque effectivement, parce qu'il proposait quand même que, effectivement, la création d'un ministère auprès du ministère des Affaires étrangères et de le renforcement de la Fondation Hassan II. Je pense que le discours du 6 novembre 2024 a déjà un tout petit peu annulé cette... Mais je voudrais revenir quand même sur Bien sûr. Comment on définit... moi, je suis en train de finaliser un travail sur un livre sur l'État marocain et son immigration. Et donc, j'ai dû parcourir... Et il y a quelque chose d'impressionnant, c'est-à-dire... la façon dont on qualifie les immigrés. Et quand on prend les différents acronymes, on réalise que, comme si on voit une coupe géologique, ou une tranche napolitaine, ou une pastilla, qu'on sait, on voit un tout petit peu les différentes périodes. Ça a commencé par... Les TME. TME, travailleurs marocains à l'étranger. Tout à fait. Et parce que c'était le ministère du Travail qui s'occupait des immigrés. Et puis, il y a eu les années 80, il y a eu la carte de résidence, on a mis le RME, résident marocain à l'étranger. Et ensuite, on a mis MRE, voilà. Marocain ressortissant, résident à l'étranger. Et ainsi de suite, jusqu'à Marocain du monde ou jusqu'à Marocain de l'extérieur, comme tient à le faire la Fondation Hassan II. Donc, et en fait, on voit bien qu'effectivement, la politique marocaine, en termes de sémantique, a du mal à définir le statut de ces... Est-ce qu'elle a du mal à le définir ou est-ce qu'elle accompagne l'évolution de cette... Elle accompagne bien sûr l'évolution. Voilà. C'est pas un mal à définir, ce sont des acronymes. Ce sont des acronymes. Comme vous l'avez dit, ça dans lesquels on peut se reconnaître ou ne pas se reconnaître, c'est-à-dire en tant qu'émigré, mais qui reflète quand même que l'État marocain, depuis à peu près bien une cinquantaine d'années, s'occupe de ces immigrés et essaye de s'adapter effectivement à chaque fois. Alors maintenant, en posant votre question sur le discours du 6 novembre, j'ai avec moi les 9 discours qu'a consacré Sa Majesté à la question de l'immigration. En 26 ans, 9 discours. Et en fait, il y a des discours où il avait déjà un peu suggéré qu'il y a de l'empilement, il y a de... Et le discours du 20 août 2022 était déjà une petite secousse, d'une certaine manière. Et je considère effectivement que la proposition qui a été faite notamment de la création d'une fondation Mohammedia qui serait un tout petit peu un pôle
de synergie et de cohérence de la politique publique à l'égard de... je trouve que ça inscrit Sa Majesté, effectivement, dans les pas de son père, parce que, me semble-t-il, la question de l'immigration est définitivement dans le périmètre royal. Voilà. Hassan II avait rencontré la communauté marocaine à Paris en 1985. Il y avait le débat à l'époque en France sur le droit de vote des immigrés, etc. Il y avait à peine 500 000 Marocains à l'époque. Et il leur avait promis, en 1985, de mettre en place un dispositif qui leur était dédié. En 1990, il l'a échafaudé, il en est le maître d'œuvre, l'architecte, et Rafiq El-Haddaoui, le premier ministre s'occupait de l'immigration, en était le maître d'ouvrage. Et c'est le paradigme, cette architecture, c'est le paradigme sur lequel repose la politique marocaine à l'égard de ces immigrés, et qui repose sur deux pieds. Le premier, c'est un bon accueil, et l'opération Marhaba en est un exemple. Et le second, c'est l'attachement à la patrie, avec toute une série d'outils qui sont confiés à des institutions qui travaillent. Et ça fait 35 ans qu'on travaille là-dessus. Ce matin, en prenant le TGV à Tanger, je suis passé devant l'aire d'accueil de Malabata. C'était, à l'époque, quand ça a été créé, pour assurer l'accueil des immigrés, une audace. Aujourd'hui, il est déserté. Je dirais, personne ne le fréquente. Pourquoi? Parce qu'entre-temps, pour les immigrés, il y a eu Tangimet, les autoroutes, et donc ils n'avaient plus besoin, effectivement, d'être sécurisés Donc ça veut dire que la situation sociologique de l'immigration a changé et que, effectivement, nous sommes, en tant que pays, sommés de l'accompagner. Alors, c'est très intéressant ce que vous avez dit sur ce qu'avait fait Sa Majesté Hassan II sur l'accueil. On a tous l'âge que nous avons, on se rappelle des accueils qu'il y avait dans les années 80, les années 90. Et là, je reviens à cette phrase qu'a prononcée Sa Majesté Mohamed VI donc, en 2022. Certes, l'État déploie des efforts considérables afin de garantir un bon accueil aux Marocains du monde, mais ce dispositif demeure insuffisant. Donc on est passé à une autre étape. Alors, je rappelle que le premier acte de Sa Majesté Mohamed VI, quand il est arrivé, c'est-à-dire il a confié l'accueil à la Fondation Mohamed V, dans un discours en 2001. Et auparavant, il était allé de lui-même à Tanger pour s'inquiéter de savoir comment l'infrastructure qui était... Alors là, nous parlons de, toujours Sa Majesté Mohamed VI, la Fondation Mohammadi. Alors, Mehdi Aliwa, vous décidez, il n'y a pas de... Soit vous continuez sur ce qui est en train de se dire, soit vous revenez sur cette question de l'avis du CESE, que M. Jbali dit à ses yeux dépassé, surtout par les discours qu'il y a eu après, c'est-à-dire après celui de 2024. Il dit deux choses, mon collègue. Il dit aussi que c'est dépassé, mais en même temps, c'est quelque chose d'intemporel. Enfin, en tout cas, il y a une politique marocaine vis-à-vis des Marocains à l'étranger, peu importe comment on les appelle, parce qu'ils ne sont pas tous migrants, puisqu'il s'agit aussi de leurs enfants. Leurs enfants n'ont pas migré, ils sont nés là où ils sont nés, mais ce sont des citoyens à part entière. Donc il y a un vrai savoir-faire marocain qui est observé. Les Marocains d'origine belge, d'origine française, c'est les enfants qui ont été inscrits. Voilà. Après, peut-être que c'est un peu exagéré, peut-être que certains se sentent plus belges que marocains, d'autres se sentent plus marocains que belges. Et si on regarde dans les détails, les choses sont plus compliquées. Mais ce qui est sûr, c'est quand ils aiment rentrer chez eux. Ce n'est pas la totalité, mais c'est une grande partie, presque la majorité. Et donc ils reviennent et que la question de l'accueil était essentielle. La question de la politique ici, c'est que comme toute politique, il y a des orientations, il y a des cadres qui sont donnés. Ensuite, elles doivent être mises en œuvre. Et leur mise en œuvre, c'est d'aller vers le public cible, ce qu'on appelle les ressortissants de l'action publique. Il y a une action publique, il y a un design institutionnel qui est mis, il y a une orientation. Après, il faut travailler, mais même quand on commence à le mettre en œuvre, le public changeant, ça c'est un classique des politiques publiques, quel que soit le ressortissant de l'action publique, ça peut être la scolarisation des jeunes filles, ça peut être, ici restons sur cette politique publique, en fait, même quand on l'a mis en œuvre, le public il change, et il vieillit, on a des nouvelles... solutions évoluent, parfois même elles mutent. Voilà, et donc ce qui est difficile, c'est qu'il faut des outils
de flexibilité pour pouvoir suivre, réfléchir et aussi être plus efficace dans la mise en œuvre. Donc, ce qu'on entend dans la bouche du chef de l'État, de Sa Majesté, c'est qu'on a à la fois parfois des choses qui restent quand même à améliorer, qui n'ont pas vraiment abouti autant qu'on le voudrait. Et à la fois, il y a aussi un besoin de prospective, d'anticipation, d'évolution, de flexibilité. Alors, il y a des outils qui sont là, qui ont quand même montré vraiment des résultats assez probants. Sinon, il n'y aurait pas beaucoup de pays, on n'aurait pas au niveau mondial au niveau diplomatique autant de regards positifs sur la manière dont nous gérons nos citoyens à l'international. Mais si on veut être mieux, et c'est ce qu'on cherche, parce que le Maroc, surtout sous l'égide de Sa Majesté, est dans un changement incroyable, on marche en avant incroyable de transformation, parfois on pourrait même dire peut-être de révolution à tous les niveaux, pour renforcer en fait la nation jusqu'au nouveau modèle de développement. Donc bien sûr, on veut aller encore plus loin et rendre un meilleur service, mais puisqu'il y a des gens aussi qui s'en plaignent. Donc c'est là-dessus qu'il faudrait à bien analyser les choses. D'un côté, les choses sont faites, ont été pensées. D'un autre côté, elles pourraient mieux s'appliquer. Et donc, il est logique qu'on ait quelque chose qui nous rappelle qu'il faut mieux appliquer. L'accueil, on pourra faire tout ce qu'on veut. L'accueil, ça reste le fait que les gens veulent rentrer chez eux. Et le meilleur accueil, c'est tout ce qui va faciliter les démarches administratives pour pouvoir rentrer chez soi. Mais si on inverse le propos, ce qu'on devrait dire, c'est que les Marocains qui résident au Maroc devraient dire merci, en fait, à la fois à leur État et aux Marocains du monde qui ont accéléré les infrastructures qui facilitent en fait la circulation, etc. On a beaucoup l'impression que c'est seulement le tourisme. Le tourisme a joué son rôle, mais on oublie le nombre de Marocains du monde qui sont considérés entre guillemets comme touristes. Ils sont comptés 2 fois. Ils sont comptés entre Marocains et ils sont comptés aussi en compte touristes parce qu'ils font partie des entrées des fameuses entrées de 17 millions. L'ONDA, l'Office national des aéroports, l'Office national des autoroutes, en fait, tout ça, ça doit beaucoup. La Royal Air Maroc, sans les Marocains du monde, juste avec les touristes espagnols ou français, on n'aurait pas autant eu d'argent qui rentre, qui permet d'être distribué dans des infrastructures, des investissements, etc. C'est vrai qu'au niveau du ministère du Tourisme, on ne parle pas beaucoup de ça. Vous voulez une précision? L'opération d'accueil, la preuve que c'est une très bonne opération, c'est qu'elle est jalousée par les Algériens. Donc, ça, je le dis entre c'est pas la seule. Mais, l'accueil maintenant des immigrés, surtout européens, il est toute l'année. Parce qu'avec le développement du marché aérien, avec aujourd'hui des vols qu'on peut trouver parfois dans telle compagnie ou telle compagnie, on ne va pas citer ici des noms pour ne pas faire la publicité. Moi, j'ai assisté une fois à un débat qui s'était produit à Montréal. Il y avait Anis Birou et Mme Chakarouni qui était ambassadrice, et puis moi j'étais là par... Anis Birou est l'ancien ministre chargé de la communauté des Marocains extérieurs. Et donc, on discutait avec la communauté, et il y avait une forte demande de la communauté canadienne sur 2 choses, l'apprentissage de l'arabe, des profs, etc., et le prix du billet d'avion du Canada. Et moi, je me suis permis de dire, en tant qu'immigré, comme eux, que jamais le ministre ne leur réglera le problème du billet d'avion du Canada, parce que de toute façon, ça, c'est le marché. C'est pas son périmètre. C'est pas son périmètre. Et que ce débat-là, par exemple, du billet d'avion, il était prégnant dans les années 80, dans les années 90, en France, en Belgique, en Hollande, tout le monde se plaignait du prix. Mais aujourd'hui, plus personne ne parle de ce sujet-là, parce qu'effectivement, l'aérien est ouvert, les compagnies, vous pouvez venir au Maroc des fois. Les Marocains d'Amérique du Nord continuent d'en parler. Bien chaque sûr. année la même chose. Mais le Canada, l'Amérique du Nord. Donc ça veut dire que chaque communauté, en fonction de l'environnement dans lequel il se trouve, peut avoir effectivement des demandes à l'égard de l'État. Et ce sont des demandes multiples. Je te dirais, le contexte de 80% de l'immigration qui se trouve en Italie, en Espagne, en France... Donc en proximité, non pas ce problème. En proximité, non plus ce problème. Il y a une démocratisation de l'aérien qui a fait que le problème ne se pose pas. C'est juste pour donner un exemple des mutations qui se produisent et qui influent aussi sur... Alors, je reste avec vous 2-3 minutes parce que je voulais poser une question donc, allant dans le sens de ce que disait Mehdi Aliwa sur l'évolution de la société, l'évolution de cette communauté dont vous parlez vous-même. Si on devait décrire, faire une description des besoins actuels de notre communauté
de MRE, de MRE, de Marocains du monde, d'expats, enfin, on peut... Quelles seraient les grandes lignes de ces besoins actuellement, vu que justement cette communauté a changé? Moi, je pense que les besoins de la plupart de l'immigration qui se trouve dans les pays où ils se trouvent, notamment en Europe, ce sont des besoins de proximité. Et je pense que globalement aujourd'hui, la question de l'immigration, à la différence des années 60, des années 70 ou 80, est devenue un sujet brûlant, politiquement brûlant. Et je dirais les Marocains comme les autres immigrés, notamment musulmans, se voient quotidiennement, je dirais, mais là, je dirais, l'État marocain a, si ce n'est produire du sens, si ce n'est produire un discours politique, effectivement, je ne vois pas ce qu'il peut faire. Autrement, lorsqu'il rentre dans le pays se donne les moyens, effectivement, de les accueillir le plus correctement possible. C'est ce que disait Sa Majesté dans son discours de 2022. C'était des questions sur le cadre législatif, sur les politiques publiques, sur l'encadrement religieux et éducatif, sur l'accompagnement des projets d'investissement. Alors, je me retourne vers vous, Mehdi Aliwa, et on continue sur les besoins, justement, et on va parler un peu de l'argent. Le nerf de la guerre. Alors, c'est 117 milliards de dirhams en transfert l'année dernière. Cette année... Officiel, c'est l'argent qui passe par les canaux officiels, oui, bonne précision, merci. Cette année, donc, ça continue certainement d'augmenter, même si officiellement, ça a un petit peu baissé. Mais c'est un chiffre qui a explosé en 10 ans. Oui. Et ça a été à la période Covid où il y a eu une augmentation pratiquement de 50-60% sur une année. Mais les études montrent qu'il n'y a que 10% qui sont affectés à l'investissement privé. Donc oui. c'est des compléments de revenus qui viennent de l'étranger pour les familles qui sont ici. Qu'est-ce qu'il faudrait faire de votre point de vue pour orienter cet argent vers plus d'investissements privés? Alors, c'est quelque chose d'un peu compliqué. Non, parce que en fait, l'économie d'une société, elle dépend en fait d'une grande partie de la consommation intérieure. Donc, c'est comme si on dit, mais pourquoi ils achètent du café au lieu du thé? Parce que nous, on produit du thé. Ou à l'inverse. En fait, les gens achètent des choses, envoient de l'argent à leurs filles pour qu'ils aillent acheter du thé ou du café. Ils envoient de l'argent à leur mère. Enfin, et tout cet argent-là circule. Et d'ailleurs, la vitesse de circulation de l'argent, ce n'est pas une forme de création classique de richesse, diraient les économistes, mais quelque part, ça passe tellement dans les mains de tellement de personnes que, c'est pour ça que vous voyez au Maroc, on a un billet de 20 dirhams, il est très abîmé, parce qu'il a tellement circulé. Les billets de 200 dirhams sont moins abîmés parce qu'ils circulent moins vite et ils touchent. Donc, si vous imaginez toutes les mains... C'est un indicateur de pouvoir d'achat aussi. Oui, et toutes les mains qui ont été touchées, c'est des gens qui ont pu utiliser donc, les 20 dirhams pour faire quelque chose. Donc, le transfert des MRE, c'est exactement la même chose. En fait, il faut se poser la question inverse. Si les Marocains du monde n'envoyaient pas de l'argent au pays et ne considéraient pas le Maroc comme leur maison principale ou leur deuxième maison, ça dépend, mais au minimum leur deuxième maison, en fait, quid de l'économie marocaine? S'il n'y avait pas tous ces Marocains qui vivaient grâce à l'argent obtenu à l'étranger, notre consommation, le pouvoir d'achat et même l'économie. C'est-à-dire que même les épiciers qui sont à Taroudant, parce que vous n'avez pas les Taroudant, mais ça peut être ailleurs. C'est une forme de consommation. Du coup, ils vendraient moins. En fait, c'est toute l'économie qui sera impactée. Donc ça veut dire que ce que vous dites, et là j'entends bien ce que vous dites, il faut laisser les choses telles qu'elles sont parce que les 120 milliards de dirhams vont globalement, à 90%, à la consommation. Ils nourrissent la consommation et donc la production nationale. Oui, mais les mariages, la santé, un problème de santé, tous les niveaux. Les logements, de toute façon, même si on voudrait faire autrement, c'est pas que je dis qu'il faut laisser, de toute façon, on n'aurait même pas le pouvoir de faire autrement. À part imposer que les gens mettent tout ça dans une caisse et qu'en fait, on ne donne pas directement l'argent aux gens, qu'on se sert un peu pour en faire quelque chose et qu'on leur donne. Ça ne marcherait pas. Vous imaginez que vous avez votre enfant qui vit de l'autre côté, vous lui dites, écoute, je vais t'envoyer 1000 € parce que tu vas te marier, mais malheureusement, tu pourras les utiliser que dans 6 mois parce que l'État il va l'investir pendant ce temps. Ça ne marcherait pas. Donc, dans tous les cas, Et de toute façon, à l'époque où le Maroc a été proactif, on a plusieurs banques et banques nationales qui ont installé des succursales en Europe pour faire circuler, pour
envoyer l'argent pour faciliter. Mais le gros de l'argent à l'époque, dans les années 80, 90 et avant, il arrivait par les valises, ou juste par des systèmes où on donne là-bas des francs, des lires, là où il y avait, là où il y avait maintenant 2 euros, et de l'autre côté, on donne des dirhams. Donc les gens s'entendent. Il y a encore des gens aujourd'hui au Maroc qui achètent comme ça, même si ce n'est pas légal, mais ils s'entendent et ils disent, bon voilà, toi tu achètes la maison ici en dirhams et tu vas toucher ton argent en euros là-bas, ou inversement, il y a des transferts. Alors justement, je voulais poser la question tout à l'heure ou pas. Donc il vaut mieux, juste pour terminer ma logique, il vaut mieux laisser que les gens passent par les canaux et que ça se passe bien, plutôt que d'imaginer qu'on pourra les utiliser. À la fin, ça va tout bloquer. Oui, bien sûr. Si je peux compléter, je vais puiser dans mes souvenirs. Et dans les années 90, je me souviens de certains experts autoproclamés qui disaient que les sources des devises allaient se tarir avec les nouvelles générations, parce que, effectivement, à l'époque, c'était 500 millions de dirhams. C'était complètement trompé. Ça, on C'est peut le dire, totalement planté. Aujourd'hui, c'est à 12 milliards, d'une part. D'autre part, 120 milliards. 120 milliards. 12 milliards de dollars. Milliards de dollars. D'autre part, il y a une grande partie de ces transferts qui sont des transferts de solidarité, à l'égard des familles, etc. Et donc, sans ces transferts, des études parlent de peut-être 1 million de pauvres supplémentaires, sans cet apport, notamment dans le monde rural. Troisièmement, il y a un autre élément, c'est-à-dire quand le comportement économique d'un immigré de France ou de Belgique ou de Hollande commençait un tout petit peu à s'enraciner, en 1990, par exemple, à partir de 1990, il y a de nouveaux pays qui étaient destinataires de l'immigration marocaine, comme l'Italie ou l'Espagne. Ils étaient 37 000 en 90, ils sont presque 400 000 aujourd'hui. L'Espagne, ils sont presque 800 000. Et donc, ces nouveaux immigrés qui sont allés, eux-mêmes, je dirais, reprenaient les réflexes des premiers immigrés pour construire éventuellement la maison, donc, c'est ça. Après, il y a eu le Canada, il y a eu le monde arabe, il y a eu effectivement... Une diversification sur les 10-15 dernières années, un peu partout en Asie, en Corée du Sud. Bien sûr, et donc ça nourrit effectivement le truc. Maintenant, je crois que c'est le Conseil économique, je récupérais cette phrase dans le rapport du Conseil économique et social. Moi, je pense que tout ce qui est de l'ordre de l'investissement, il faut que les opérateurs qui travaillent sur ces questions-là, et dont c'est le métier, pas des gens qui réfléchissent sur la question comme moi pour donner des solutions, mais ils parlent effectivement pour encourager l'investissement. Il faudrait ils l'ont appelé un environnement éthique. Je dirais d'une certaine manière une confiance. C'est-à-dire l'investissement, ça a besoin justement l'ensemble des éléments ça a besoin d'un confiance. Nos Marocains d'extérieur manquent de confiance. L'administration. Voilà. Il faut encourager effectivement tout ce qui est éthique autour de. Ça a beaucoup changé là-dessus. Je Bien ne suis sûr. pas trop d'accord avec vous. Les jeunes générations investissent beaucoup dans des cafés. Ils ont vraiment confiance. Certains même se mettent à avoir, ça reste une minorité, mais se mettent à avoir plus confiance dans le Maroc que d'avoir confiance dans le pays où ils vivent. Parce qu'il y a une ambiance nauséabonde vis-à-vis des musulmans. Vous connaissez tout ça. Bon, il y a des chaînes qui ne sont même pas des chaînes d'information, mais des chaînes d'opinion qui, à longueur de journée, passent à déverser leur venin. Donc, on a par exemple Julien Talpin et d'autres sociologues français qui ont dit « La France, tu l'aimes, mais tu la quittes ». C'est le nouveau bouquin. Moi, j'ai emprunté cette formule, cette phrase, dans le rapport du Conseil économique et social. Il est écrit noir sur blanc. Non, je sais bien, mais là-dessus, je pense que ce n'était pas basé sur vraiment une étude qui a été faite d'opinion ou un sondage en bonne et due forme fait en Europe. Si aujourd'hui on interroge les jeunes Marocains en Europe, moi j'ai d'autres données, on voit le taux de confiance dans le Maroc est assez impressionnant. Après, c'est vrai que c'est une question générationnelle. On a aussi des générations qui ont pendant longtemps souffert dans leur retour, on parlait de l'accueil, de l'administration, les consulats n'étaient pas bien ouverts, il y avait peu de consulats. Ça a beaucoup changé, donc on a des jeunes générations qui sont critiques, attention, ils sont sévères avec nous. Faut pas, des fois, ils osent dire des choses parce qu'ils vivent dans des pays des fois plus démocratiques que certains d'autres Marocains n'oseraient pas dire ici. mais ils ne le disent pas de manière juste pour... ils viennent, ils le disent, ils essayent d'obtenir. Et en fait, c'est juste qu'il faut dire la vérité.
vérité, c'est que le Maroc aussi n'a pas aussi des grands industriels marocains. Il y en a quelques-uns qui sortent la épingle du jeu, mais on n'a pas des grandes fortunes industrielles qui vont venir, qui vont nous fabriquer des choses industrielles au Maroc. Donc ça reste quand même des PME, ça reste du commerce, ça reste de l'import-export, ça reste des choses de tourisme, donc il y a des savoir-faire. Ça peut rester aussi des choses technologiques, mais à des petits niveaux. Et le marché marocain n'est pas un marché, je veux dire que même s'il n'était pas marocain, il ne viendrait même pas. D'accord, donc alors, ça, rapidement pour clore le travail. Il nous reste 10 minutes. Sur ce que vous avez dit par rapport effectivement à l'ambiance irrespirable. Moi, je suis en train de me demander si effectivement, après avoir été un pourvoyeur de l'immigration, dans l'avenir, parce qu'on voit que la question de l'immigration est devenue insupportable dans certains pays, insupportable. En Belgique, en France, on voit ce qui se passe aux États-Unis, c'est surtout les agendas internationaux. Je me demande dans quelle mesure, dans l'avenir, et ça peut être dans les fonctions de la nouvelle structure, c'est de développer la notion le Maroc refuge. Voilà, par exemple. Revenir. Voilà, le Maroc refuge, c'est-à-dire, voilà, on a un pays qui est, on dit que Rome est un musée à ciel ouvert, mais actuellement le Maroc est un chantier à ciel ouvert. Et donc, ça fait que commencer. C'est irréversible. Et je pense que, effectivement, la notion du Maroc, parce qu'il y a beaucoup de compétences qui, effectivement, considèrent que, effectivement, ils restent malgré tout suspects, même s'ils ont des diplômes, qui sont arrivés à ils peuvent être effectivement tentés par l'expérience marocaine, et là, effectivement, on pourrait recueillir beaucoup de compétences. Et bien entendu. Là, je vais vous arrêter parce qu'on en arrive justement, je reste avec vous. Je voulais. La question, de toute manière, ce fameux mécanisme national de mobilisation des compétences des Marocains résidant à l'étranger dont a parlé Sa Majesté. Donc, c'était il y a 8 mois maintenant. On est en train d'en parler. Les MRE, les Marocains du monde, c'est pas que l'argent. D'accord, l'argent c'est bien, 112 milliards de dollars, etc., etc. Mais il y a énormément de compétences. On retrouve nos compatriotes partout. On les retrouve dans tous les métiers, même dans les métiers les plus pointus. Comment mobiliser justement, comme vous l'avez dit, le Maroc est un pays, un chantier à ciel ouvert. Ça fait que commencer parce qu'il y a pas mal de chantiers qui vont arriver d'ici à 2030. Comment faire? Comment, d'après vous, comment voyez-vous ce mécanisme pour mobiliser ces compétences et revenir? Parce qu'il y a un mouvement de retour quand même qui est encore très lent, enfin au démarrage, mais qui est là. Vous savez, cette question de compétences, je crois en 1991, on a fait le premier Tocten. Et en 2002, Madame Chakarouni avait fait Fincom. Ensuite, quand Mazouz est arrivé, il a fait Bledcom. Et bon, il y a cette question des compétences. Dernièrement, c'est Touhchnakom. Cette question des compétences est très, très importante. Moi, je pense que c'est un défi du futur mécanisme de réfléchir à. Mais, à mon avis, la compétence dans une société très mobile comme aujourd'hui n'a pas besoin d'un retour. C'est-à-dire, on peut imaginer que des gens puissent être, je dirais, disponibles pour venir travailler sur un sujet précis avec le Maroc, avec son pays, 2 mois par an ou quelque chose de ce style. Parce que ce que ça pose comme problème, et ça j'ai eu une discussion avec, à l'époque on voulait recruter une personne à Paris, j'ai déjeuné avec lui, et il me dit, écoute, moi je suis prêt à travailler avec mon pays. Mais, voyez-vous, j'ai le problème de la scolarité de mes enfants. J'ai le problème de la santé, et j'ai le problème culturel parce que j'adore l'opéra. Et donc, moi, si on m'envoie à Ouarzazate, comment je vais vivre ma passion culturelle. Oui. Donc, c'est cette réflexion globale qu'il faudrait effectivement... C'est un élément très intéressant. Même question pour vous, Mehdi Aliwa, comment mobiliser ces compétences. Soyez succinct parce qu'il nous reste exactement 6 minutes. Oui. Et je voudrais en arriver à cette question que tout le monde se pose sur le droit de vote. On en a parlé hors antenne, mais on en parlera tout à l'heure. En fait, rapidement sur la mobilisation. La réponse en si peu de temps est impossible parce que même en 1 heure, je pense que... Non, parce que même en 1 heure, je pense que ça ne suffirait pas. C'est très compliqué. Déjà, moi, là, par contre, là, je vais avoir un point de vue un peu plus critique. On manque d'études
vraiment ce qu'on appelle de sociographie qu'on associe à des sociobiographies. C'est-à-dire qu'on interroge plusieurs générations de Marocains, mais à une grande échelle, avec des entretiens, des récits de vie, et les gens racontent leur vie, etc. Et on essaye de comprendre. Et donc c'est un travail de fourmi et qui demande un temps un peu long pour vraiment savoir quels sont vraiment les ressorts, on va dire, du mode d'organisation sociale des Marocains. On les prend, on prend des indicateurs à des points de trajectoire biographique. On n'arrive pas à avoir, on prend un échantillon et on suit comme ça pendant 10 ans toute une génération, toute une famille, et on en prend ça n'a suffisamment. jamais été fait. On n'a même pas encore commencé, ou là on a commencé? Si, il y a des petites choses, non, quand même. J'ai commencé l'émission en disant qu'il y a beaucoup de chercheurs, qu'il y a des choses qui ont fait, il y a des statistiques, il y a plein de choses qui ont été faites, mais on n'a pas encore la masse critique qui nous permettrait ensuite de mettre ça de manière opérationnelle. Il faut faire attention, les ingénieurs sont très forts, mais à un moment donné, il faut quand même un peu de recherche fondamentale. Oui. Tout ne peut pas être de l'application, il faut d'abord un peu de recherche fondamentale. Et dans la recherche fondamentale, le Maroc a encore des efforts à faire sur la question migratoire pour mieux comprendre. Et même les efforts qui ont été faits dans le passé, on a des nouvelles générations. Je donne un exemple, Regreg, qui fait un peu la polémique, parce que bon, il fait des sorties pour dire qu'il a tout gagné, etc. Je ne vais pas parler du côté technique du football. Moi, j'adore ce monsieur parce qu'il est incroyable. Mais qu'est-ce qu'il a... qu'on est tous comme ça. Ouais, mais qu'est-ce qu'il a réussi à faire? C'est qu'il représente lui-même, c'est un Marocain du monde, c'est un Marocain de France. Il représente en fait cette dégénération, et les jeunes qui, pour plus de la moitié, les 2/3, sont nés et ont grandi à l'étranger, on le suivent, et il a su les agréger avec l'autre tiers de l'équipe qui ont été formés ici. Et donc personne n'a encore réussi à faire ça. Donc après, on peut regarder les tactiques, est-ce que ça va et tout. Mais moi, je prends d'un point juste l'exemple. On a besoin de gens comme ça, peut-être un peu moins rigides et un peu plus humbles parfois avec leurs déclarations, mais il a le palmarès qu'il a tout de même. On a besoin de gens comme ça à tous les niveaux politiques. On a compris ce qu'ils pensent. Oui, parce que moi, je vous donne un autre exemple. Mais, là, bon, les résultats sont quand même là. Les résultats sont là. Au niveau du mondial, au niveau des 12 matchs gagnés, bien entendu, tout le monde peut râler, peut dire des choses. C'est pas 12 matchs contre les meilleures équipes. C'est une discussion de foot, mais on va pas rentrer dans une discussion, il reste 4 minutes. Mais si on regarde, par exemple, hier, et plus spécifiquement, moi, le Sciences Po Rabat, que j'ai l'honneur de diriger depuis 4 ans, on a augmenté le nombre de Marocains de la 2e, 3e génération qui viennent étudier chez nous. Ça, c'est bien. Alors, et c'est assez impressionnant, c'est-à-dire qu'on a à peu près 15% de Marocains du monde qui viennent étudier chez nous. C'est un peu la Belgique, mais c'est surtout la France, parce qu'on est francophone. De bascule. Ils viennent étudier, ils font plus confiance dans leur pays pour étudier. Donc on a ces éléments, et d'autres aussi ont des bons indicateurs, mais il faut un peu plus de temps pour comprendre ce qui se passe. Rapidement, 1 minute et demie chacun, parce qu'il reste 3 minutes, donc divisé par 2, ça fait 1 minute et demie. Les élections législatives, c'est dans 1 an. Il y a beaucoup de choses qui se disent à chaque fois qu'on approche à ces élections. Comment vous voyez les choses? Je commence par vous, Driss Ejbali. Comment vous voyez les choses donc, pour ces élections 2026? Et au-delà de ça, comment intégrer, sans droit de vote, sans droit d'éligibilité, une population qui ne vit pas au Maroc? Vous voulez augmenter mon taux d'amis, hein? Non, moi j'ai toujours été clair sur cette question. Des opinions. Oui, moi j'ai toujours été clair sur cette question. Je pense que la question du vote, ça doit être une question de proximité. C'est-à-dire, ça doit être là où on réside et là où on paye l'impôt. Bon, j'ai beaucoup étudié l'expérience 84-92. Elle a tous les défauts du monde. Mais je pense que encore aujourd'hui, on n'a pas la solution. Mais je vais vous donner quand même une information. Rapidement, parce qu'il a encore 1 minute. Une petite information. J'ai participé au référendum pour la Constitution de 2011 et on a soigneusement scruté comment les Marocains du monde ont voté. Il y avait moins de 5% de participation. Très bien. Donc vous n'êtes pas tout à fait pour ce droit de vote. La réponse est claire. Mehdi Aliwa. Donc moi je vais donner mon opinion plus que mon analyse, parce que jusqu'ici j'essaie de donner une analyse sociologique. Ça va dépasser la minute. Voilà. Et donc oui, mon opinion elle est simple, c'est que bien sûr qu'il faut le droit de vote des Marocains du monde. C'est un devoir que le Maroc doit faire. Je pense que c'est une erreur de ne pas l'avoir fait. Et il y a des solutions. On peut très bien avoir des circonscriptions à l'étranger. On peut imaginer que plusieurs pays ou un seul pays, là où ils sont nombreux, et il y a un député de l'étranger. Ce qui fait qu'il ne va pas s'occuper que des questions
de ce qui se passe au Maroc, mais il va faire le lien entre le Maroc et là où ils sont. Il va aussi s'occuper des préoccupations, parce que c'est le représentant de ces Marocains, et donc il va s'occuper des Marocains d'Espagne, l'autre qui est élu en France va s'occuper des Marocains de France, et on peut créer comme ça 5, 6 sièges de députés de circonscription, ce sera assez facile. Alors, mais la Constitution a donné ce droit, mais la mise en œuvre n'est pas là. Mes amis, je vous remercie beaucoup parce que vous m'avez donné une idée sur un prochain sujet qui serait le droit de vote des Marocains du monde, parce que je pense qu'il y a énormément de choses. Vous êtes d'accord avec ce droit de vote et d'éligibilité, vous n'êtes pas d'accord avec ce droit de vote et d'éligibilité, et donc il y a matière à en parler. On organisera une autre émission très certainement en juillet, quand nos amis et compatriotes seront ici. En tout cas, merci d'avoir participé à notre émission. Merci beaucoup, Si Ajdali. Merci, Si Aliwa. C'est moi qui vous remercie. Merci, marhaba bikoum. Merci à vous d'avoir suivi cette émission. Et à la semaine prochaine sur Médien TV.